Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu sur les toutes premières images, je viens d'arriver au teillage de Saint-Martin, une entreprise d'exploitation agricole qui produit du lin, et notamment aujourd'hui avec le semis de lin. On va aller voir Florian pour discuter autour du semoir, mais aussi visiter l'usine de teillage. Bonne vidéo à tous. Bon Florian, ça y est, on est au champ. Ouais, ça y est, le chantier va commencer. Du coup, on a le Terrano qui vient de se mettre en route là. Ouais. Donc on a passé un petit coup d'Attila pour casser la semelle de labour, une trentaine de centimètres, okay. Pour justement que l'enracinement du lin se fasse correctement et qu'ensuite, quand le sec viendra, s'il vient au mois de juin, qu'il aille vraiment chercher la fraîcheur pour continuer à alimenter la plante. Ça va jusque combien de centimètres la racine du lin à peu près? Oh bah ça peut aller à 40, 50, hein, ouais. C'est vraiment la principale en tout cas. Ouais. Okay. Et du coup, ouais, alors là on repasse un petit coup de Terrano pour faire de la fine terre. Et après moi je suis avec le semoir. Est-ce que ça du coup c'est quel modèle de chez Orch? Ça c'est le 4KR avec la Trémi Partner. Ok. 2000 FT. Ok. Donc voilà. Bon. Comme d'hab, sur le gris, je vais faire un peu d'image, on a les belles couleurs. Le mauvais temps est pas loin, ouais. Mais bon. Faut pas traîner. On va pas traîner, je vais pas t'en retarder plus, on fera un peu le tour tout à l'heure, soit en cabine, soit de dehors, et puis cet après-midi la visite du teillage. Ouais, pas de problème. À tout à l'heure. Bon Florian, petit tour en cabine ce coup-ci. Avant de parler de l'ensemble et tout ça, le lin c'est quand même une culture que j'ai jamais filmée, jamais trop vue. Donc explique-nous un peu comment ça se passe, du moins pour la partie d'aujourd'hui, partie du semis, la profondeur de semis, la quantité. J'ai aucune idée de combien de kilos tu mets. Enfin, voilà, tout ça, présente-nous un peu le chantier. D'accord. Donc là aujourd'hui on sème la variété Elixir. Ouais. Donc là aujourd'hui c'est de la semence de multiplication. On sème ça entre 2000 et 2100 pieds au mètre carré. Là aujourd'hui on est à 116 kg hectare. Et après en termes de placement de la graine, là on est sur un écartement de 15 cm sur le semoir. Et en profondeur, étant donné que la météo elle est pas du tout sûre, on est à un petit centimètre de profondeur. Au plus proche de la surface pour qu'elle sorte assez vite, que si jamais il y a un orage qui n'est pas la battance qui vienne poser problème. Ok. C'est quoi le plus gros risque ou ennemi pour le lin? Au semis, c'est la battance s'il y a des orages, pour les années un peu compliquées. À partir du moment où il est élevé, c'est les altises. Ouais. Donc ça, c'est une pression d'insectes qui est vraiment de plus en plus ennuyeuse. La grosse solution, c'est d'affiner le maximum, en sachant que tu prends des risques à la battance, mais d'affiner pour pas avoir de motte. Et quand il n'y a pas de motte, enfin le moins possible en tout cas, c'est là qu'on arrive quand même à plus les gérer, quoi. Pour la partie lin, pour continuer, donc là on va le semer aujourd'hui, enfin on le sème aujourd'hui. C'est quoi les grosses étapes d'après du lin en général là? Ouais, après à part les désherbages et les insecticides, après en partie mécanisation, on est sur de l'arrachage. Ouais. Une fois que la plante va faire entre 80 et 1 mètre. Et après va commencer le phénomène de rouissage. Donc ça c'est le champignon qui vient faire entre guillemets pourrir un petit peu l'écorce du lin pour pouvoir récolter la fibre. Ouais.
Donc ça c'est le phénomène de pluie et de soleil. Donc on est en Normandie, on est au bord de la côte. Donc d'humidité le matin, de la fraîcheur, des grosses rosées, ça peut suffire. L'arracheuse le pose dans un sens, on vient le retourner pour faire rouillir de l'autre côté de la nappe, surtout sur des nappes épaisses. Et après ça, une fois que le rouissage est aussi fait du deuxième côté, et ben là il va y avoir l'enroulage. Après c'est stocké dans les bâtiments et repassé à l'usine tout au long de l'année dans le teillage pour séparer justement la filasse de l'écorce. Et donc ça, le teillage, du coup, il y en aura aujourd'hui à l'usine, il y en a quasiment vous allez toute l'année. Oui, toute l'année, elle tourne une dizaine de mois, 10 mois à peu près dans l'année. Bon, puis du coup, présentation de l'ensemble. Ouais, bah on va aller... On peut s'arrêter 5 minutes, faire un peu le tour, on va faire le tour. On va faire le tour. Et ben allez, impeccable. Du coup, les grandes particularités, c'est nous on avait choisi donc la 2000 pour la capacité. Ok. Avec une trémie 70% d'un côté et 30% de l'autre. Ça permet quoi, de faire un coup d'engrais, un coup de semence ou... Ouais, et puis ça permet d'en avoir une grosse quand même, une grosse trémie pour pouvoir faire de la surface comme là dans du lin ou du blé, et la petite pour faire plutôt de l'engrais en plus petit dosage. Quoi. Et on a des coupures de tronçons le semoir, donc on a 2 tronçons de mètre, et du coup c'est vrai que c'est pas mal dans les grandes parcelles où on a des pointes assez longues, ça évite de trop croiser. Quoi. Bien sûr. Là 724, suffisant? Oh oui. Largement. Après, il y a vraiment dans les derniers blés de betterave où là c'est bien plus humide, on a un 828 qu'on peut mettre aussi dessus. Mais sinon, non, le 724, il est à 90% sur ce semoir-là. Donc décompose-nous un peu l'ensemble, le semoir du coup. Bonne rotative. Là pour le lin, je suis à 5 cm à peu près, 5-6, et une dizaine pour les efface-traces. Donc on a la barre niveleuse, on la descend quand même pas mal pour faire de la fine terre au moment des semis de lin. Donc là elle est presque que descendue au maximum par rapport au réglage des dents, de la profondeur. Donc derrière du coup on a le gros rouleau sillonneur de 600. Ça colle quand même un peu aujourd'hui. Ouais, c'est un petit peu fort, on a commencé la saison. Donc du coup là il y a le réglage à profondeur rotative, donc il n'y a rien de plus simple que des chiffres et puis un petit axe à mettre. L'élément semeur. Donc celui-là, je pense qu'il est connu. C'est clair. C'est le même que le Pronto. Et du coup, le réglage, nous, sur le 4KR, il n'y a pas encore, à l'époque, il n'y avait pas encore le réglage hydraulique. Donc c'est une crémaillère. Bon, après, ça reste relativement simple. C'est le gros avantage et la grosse évolution de cet outil-là par rapport à ce qu'on avait avant, c'est qu'on changeait plusieurs fois dans la journée de réglage selon le taux d'argile au semis de lin. Et là, on ne l'a pas encore changé une seule fois de la saison et j'ai déjà semé 180 hectares. Donc, donc ça doit te changer la vie, parce que changer les réglages tous les jours... C'est chiant, c'est une perte de temps et non, c'est vraiment, ça c'est un confort. Et grâce à ces 2 disques-là, on a quand même une profondeur qui reste toujours la même, que ce soit un limon d'un côté de la parcelle ou de l'argile de l'autre, on n'aura pas une différence de terrage, on n'aura pas... et ça, c'est le gros point fort de l'élément semeur. Voilà, il a fait ses preuves avant d'être sur une rotative, et ça a été, je pense, une super idée de l'installer sur un semoir plus conventionnel chez nous. Et on voit aucun mouvement. T'as pas de stress que ce soit mal semé? Ah non, le terrage, il sera toujours parfait. La petite languette qui évite le sautillement justement avec de la vitesse, et aussi qui étale un peu dans le fond du sillon la graine. Donc ça reste bien. Donc ça c'est vachement bien pour semer du lin, parce que quand on sème à 2100 pieds au mètre carré, ça fait une grosse quantité de semences sur le rang, étant donné qu'on est à 15 cm. On n'est pas à 12,5. Et du coup, grâce à ça, elle étale, et ça c'est vachement bien. Ça évite que les graines soient les uns sur les autres. Voilà. Tas de graines, Bon impeccable, je te retarde pas plus. Merci pour la présentation. Et puis on va recharger le semoir maintenant. Ouais. Allez. Bon ça y est, c'est chargé? Ouais, c'est chargé. Je vais continuer. Je vais te laisser aller cet après-midi visiter le teillage. Il y a Mathilde qui t'attend là-bas. Carrément. Et du coup, elle va te faire visiter un peu tout le procédé de ce qui se passe tout le long de l'année, une fois qu'on a réussi à récolter ce qu'on est en train de semer. On est en train de semer. Donc voilà. Merci beaucoup en tout cas pour ce matin, les explications. Il n'y a pas de quoi. Salut.
Bon Mathilde, merci de m'accueillir sur le taillage. Du coup, déjà présente-nous un peu qui tu es dans cette entreprise. Donc je m'appelle Mathilde Van Vetteren, je suis la 3e génération à devenir le taillage. Ouais. Donc, mon grand-père Franz Van Vetteren est arrivé en Normandie dans les années 50. Okay. Il a créé le taillage. Mon oncle et mon père ont repris le taillage et je suis la 3e génération à être arrivée ici. Ok, donc c'est toi qui vas nous présenter aujourd'hui, essayer qu'on comprenne un peu comment ça marche autour du lin. Ouais. Donc au champ tout à l'heure avec Florian, on a vu le semis de lin. Il y a toute la partie de l'été qu'on ne peut pas bien évidemment pas voir en ce moment. Le produit final au champ, il est là. C'est les bottes qu'il y a derrière nous. C'est quoi la suite? Comment ça arrive ici? Comment ça se passe? En gros, la culture du lin, c'est ce qu'elle a expliqué, c'est 2-3 mois à l'année. Ouais. Et nous, tout le reste de l'année, il y a le taillage qui va se charger d'extraire la fibre longue de la paille. Okay. Donc les cultivateurs, tout au long de l'année, nous ramènent des remorques de lin en paille. Okay. Et nous, on va charger de récupérer la fibre pour la commercialiser ensuite. Donc la fibre, on est bien d'accord que c'est pas le produit final de la chemise par exemple? Vraiment, c'est la première étape de transformation. On récupère la fibre de lin qui est de la longueur de la paille de lin. Okay. Et ensuite, il y a le peignage et la filature avant d'obtenir du fil. Nous, c'est vraiment, on récupère la fibre et on la commercialise de cette façon. Ok. Et ben, on attaque. Donc là, ensuite, on alimente les tables en boules de lin en paille. Ouais. Et ensuite, des personnes sont chargées de dérouler les boules de paille. C'est-à-dire que tel qu'on l'a ramassé dans le champ, c'était positionné sous forme de rang. Là, on vient le dérouler et mettre le rang dans les machines de taillage. Oui, comme ça a été ramassé. Ouais, voilà. Okay. C'est vraiment posé au sol. On l'a enroulé de cette manière, on le déroule de la même manière. Okay. Ensuite, le principe du taillage, c'est quoi? C'est de récupérer la fibre de la paille. Donc, c'est de séparer la paille et la fibre. Pour ce faire, en fait, on passe par des machines entièrement mécanisées. Il n'y a pas d'intervention humaine, à part au début pour le déroulage et à la fin pour trier les qualités. Okay. Et ensuite, on vient, y a des broyeurs qui vont venir casser la paille. Donc on va casser la paille de cette manière-là, finalement. Ouais. Et ensuite, on passe dans des turbines avec des lames qui vont venir taper sur la fibre pour que la paille puisse tomber. Ouais. Et finalement, le but, c'est de récupérer à la fin de la ligne uniquement la fibre de lin, la fibre longue. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la fibre, elle est située à l'extérieur. Elle n'est pas dans la paille du coup? Non, il y a la paille à l'intérieur et la fibre est à l'extérieur. D'accord. Là, par exemple, je tire et là, je récupère ce que j'ai dans cette main-là, c'est la paille. Ça, c'est la fibre. Et ça, c'est la fibre de lin. D'accord. Donc pour faire que la fibre elle puisse se décoller de la paille, c'est le ruissage qui apporte ça. C'est-à-dire que la formation du champignon l'été, avec l'alternance de pluie et de soleil, va faire qu'il y a un champignon qui va se créer, qui va aider à ce que la fibre se décolle de la paille. Donc c'est pour ça qu'on le cultive en Normandie, entre autres. Pour qu'il y ait de l'eau, du soleil, qu'il y ait un peu les deux. L'alternance de pluie et de soleil. C'est la partie noire là, le champignon? Là, on le voit sur la tige, par exemple, il y a des taches noires, des taches brunes. Et la fibre, lorsqu'elle noircit, elle devient plus grise, c'est l'apparition des champignons. D'accord. Parce qu'en soi, si on n'avait pas de ruissage, la fibre serait jaune. Oui, et puis on n'arriverait pas, à enlever la fibre de la paille du coup. Non, il resterait beaucoup de paille malgré le taillage. Et tout ce qui va être poussière, parce qu'il y en a beaucoup, les petits bouts de paille, tout ça, c'est jeté, c'est comment? Non. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on met la paille comme ça dans les machines, tout est récupéré et tout est revalorisé. C'est-à-dire que la paille, on va s'en servir pour faire des panneaux agglomérés. Ouais. C'est une des utilisations, c'est la nôtre. La graine, on s'en sert pour l'alimentation animale. Le label Bleu Blanc Cœur, par exemple, utilise des graines de lin pour que son alimentation soit riche en oméga 3. Ouais. La poussière, on la met, des cultivateurs s'en servent en tant que litière sous leurs vaches. Pour les litières, donc il y a vraiment tout qui est réutilisé. Ouais, il n'y a aucune perte, donc c'est ça qui est intéressant. Les graines là, on ne peut pas les utiliser pour ressemer? Ça, c'est des graines particulières que nous, on récupère plutôt dans le champ parce que plus on attend que le lin rouisse, plus la graine va pourrir. Et puis donc nous on les récupère, on décapsule le lin, c'est-à-dire qu'au moment de retourner, on enlève la capsule et on récupère la graine pour la semence. D'accord. Donc la partie du coup suivante, on peut difficilement la filmer. Oui, tout est caractérisé. Okay. Mais on va aller à la partie finale direct. Ouais. Allez. Merci. Alors là, tu vois, le lin, il sort des broyeurs, c'est-à-dire que la paille, elle a été cassée, donc elle est en plein de petits morceaux. Là, elle commence à sauter, mais ensuite, on passe dans les turbines, venir gratter la fibre pour enlever la paille qui reste collée au dos. Ok, ouais. Et là, on voit bien que la paille est vraiment, enlevée, quoi.
Donc là, on est à la fin de la ligne de production du teillage. Donc ce qu'on voit ici, c'est uniquement la fibre longue. Ensuite, elle va être enroulée et mise sous forme de boule de fibre longue qu'on va ensuite commercialiser. Là, ici, les personnes ici sont chargées de trier les différentes qualités du lin, parce que le lin, c'est une matière naturelle, c'est hétérogène. Donc là, on va enlever ce qui est les parties les moins bonnes. Donc les parties les moins bonnes, ça va être les parties qui sont un peu plus jaunes. Un lin parfaitement rouillé, de la bonne couleur, doit être un peu gris, gris argenté. Donc là, il va enlever ce qui est un peu plus jaune, les parties un peu plus pailleuses, les parties plus courtes. Et ensuite, là, on le met sous forme de boule et on le commercialise. Ok. Donc là, on est dans notre magasin d'échantillons, c'est-à-dire que chaque cultivateur nous ramène à peu près un lot par parcelle. Et voilà, c'est telle parcelle. Donc nous, jusqu'à la fin, on garde un échantillon de ce cultivateur en notant c'est le premier lot, le deuxième lot, et donc tout est référencé. Donc là, nous, ce qu'on regarde ensuite, lors de la commercialisation du lin, on regarde plusieurs caractéristiques. Le premier, on regarde la couleur, la résistance de la fibre. Donc on va venir tirer sur la fibre et sentir si la fibre a de la résistance ou pas. Okay. Et ensuite, le dernier point, on regarde la divisibilité. C'est-à-dire que lorsqu'on casse la fibre, parfois elle se casse net ou parfois elle vient s'éclater comme si c'était des bouts de cheveux fourchus. Et donc plus ça se divise, mieux on va pouvoir travailler la fibre derrière. Et sans spécialement donner de fourchette de prix, mais entre un lin pas beau, jaune, court, pas fourchu et le parfait, ça pourrait avoisiner de quelle différence de prix pour les agriculteurs? Je dirais que ça peut aller jusqu'à 70%, peut-être quelque chose comme ça, de différence de prix. Donc beaucoup grâce à la météo aussi quand même. Donc, un lin parfait, on nous on considère que c'est un coup de chance. Parce que voilà, un lin qui est surrouillé, qui a pris trop d'eau, on a trop attendu qu'il ait la couleur parfaite, c'est un lin qui va perdre en force. Donc vraiment pour réussir à l'enrouler et qu'il soit parfaitement rouillé, qu'il ait beaucoup de force et qu'il ait une bonne divisibilité, c'est un instant T et on peut vite perdre en force très rapidement s'il pleut trop dessus. Donc là, on est dans le bâtiment de produits finis. Donc là, c'est la fibre longue telle qu'on le conditionne. Donc produit final chez toi? Ouais, c'est la fibre longue vraiment enroulée et c'est comme ça qu'on l'envoie ensuite à nos clients pour faire le fil. Ça part où? Principalement en Asie, en Chine, l'Inde. Après, il y a quelques filatures européennes. Mais le marché principal, oui, c'est la Chine quand même. Toi, il n'y aurait pas du tout de marché, d'envie ou de possibilité de créer, de vendre carrément le fil final? C'est beaucoup trop compliqué. Après, c'est un autre travail. Nous, on s'arrête au teillage. Après, il y a des filatures, il y a une filature à côté de chez nous. C'est vraiment deux métiers différents et ça nécessite des investissements supplémentaires. Nous, on se contente du teillage pour l'instant. Justement, en parlant de teillage, tout ce qu'on voit là, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est pas que des champs de chez vous. Non. C'est bien ça. Nous, en gros, on a nos parcelles qu'on cultive principalement pour les semences. Et ensuite, tout au long de l'année, les cultivateurs nous ramènent leur lin, eux. Donc, ça représente 3700 hectares et nous, on fait 500-600 hectares pour la semence. Donc, eux, quotidiennement, ils nous ramènent des remorques de lin en paille et on transforme leur lin. Maintenant qu'on a parlé du coup de la surface, en termes de tonnage, ça donne quoi approximativement, selon les années bien évidemment? Au teillage, on peut à peu près transformer 24 000 tonnes de paille par an. Parce qu'on tourne 10 mois sur... en gros, on tourne 10 mois sur 12 parce qu'il y a 2 mois où on est dans les champs. Donc ça, c'est à peu près ce qu'on transforme par an. Et en produit fini comme ça sort quoi? Généralement, la fibre longue, c'est 20-25% le ratio. Donc par semaine, disons qu'on fait 100-150 tonnes de fibres longues par semaine. Donc d'où tous les bâtiments pour stocker un peu de matière quand même, parce qu'il y a du poids. Ouais, on en produit beaucoup. Ok, et en tout cas Mathilde, merci beaucoup pour cette visite. Je pense que ça va plaire à beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur YouTube du teillage, donc merci beaucoup et peut-être à bientôt pour la récolte. Ouais, merci à vous. Bientôt. Merci à toi.